Merci Charlotte. Et merci d'être avec nous ce matin. Peut-être qu'on peut revenir un tout petit peu à l'origine de So Good. À l'époque, vous êtes chez Ulule, donc, qui se définit comme la première plateforme en Europe de financement participatif de projets à impact positif, grosso modo. Et là, vous rencontrez ou allez démarcher, je ne sais pas, Sopress, pour lancer un projet qui est très différent du crowdfunding, qui est donc un média. Pourquoi un média et pourquoi le papier? Alors, So Good, c'est né d'un désir, en fait, qui était celui de raconter les histoires des personnes qui essayent de faire évoluer le monde de façon positive. Pourquoi? Parce que chez Ulule, donc c'est vers 2019, depuis quelques années, on voit éclore des projets engagés, portés par les citoyens, qui ont une volonté d'impact dans des domaines aussi divers que la mode, la santé, l'éducation, l'alimentation. Et ce qui était au début un signal faible, à savoir quelques projets, devient progressivement quelque chose de très massif. Et c'est vrai qu'on est très enthousiaste à l'égard de cette mobilisation. On a l'impression qu'on en parle beaucoup trop peu, et au-delà du LUL, qu'il y a plein d'autres histoires à raconter. Donc pour vous donner quelques exemples de projets qu'on a vus passer à l'époque et qui sont devenus depuis, pour certains d'entre eux, des grands succès, je pense à 1083, une marque fondée par Thomas Huriez qui voulait lutter contre la fast fashion et qui a créé le jeans. Pardon, ouais, le jeans, exactement, le premier jean made in France. Je pense à l'Uni, cofondé par Maël Chassard, qui voyait la surexposition aux écrans comme un péril majeur, même chez les très jeunes enfants, et qui a créé une boîte à histoires pour qu'ils puissent écouter des histoires sans écran et devenir acteurs de narration. Ou dans un tout autre ordre d'idées, un projet porté par Laurence Fischer, qui est triple championne du monde de karaté, qui a été confrontée à des femmes victimes de violences sexuelles et qui a inventé une méthodologie basée sur la pratique du sport pour se reconstruire. Donc il y a cette envie de raconter ces histoires, d'inspirer d'autres personnes pour qu'à leur tour elles puissent agir si elles le souhaitent. Et puis on a 3 convictions. La première, c'est que chacun peut jouer un rôle dans cette dynamique du changement, qu'on soit citoyen, qu'on soit activiste, qu'on soit entreprise. On pense que c'est globalement ensemble qu'on va y arriver. La seconde, c'est que personne n'est parfait. On a tous une marge de progression dans nos actions, donc on n'est pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. En revanche, ce qu'on souhaite, c'est célébrer ceux qui tentent, même si parfois ils échouent, plutôt que dénoncer ceux qui ne font pas. Et la troisième, et on en a déjà un peu parlé, c'est que pour donner envie aux gens d'évoluer, il faut dessiner des perspectives vers lesquelles s'engager. C'est un peu comme quand vous faites du vélo, en fait, le geste va suivre là où le regard se porte. Donner des solutions, pointer des solutions donner de des façon exemples. Optimiste. Voilà. Et vous le faites en choisissant de lancer un magazine et une périodicité qui est celle d'un trimestriel. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est issu d'une rencontre avec Franck Hanès, qui est le fondateur de Sopress, qu'on connaissait déjà. Et lorsqu'on lui parle du projet, il pense vraiment qu'il y a matière à créer un nouveau titre au sein de Sopress. Sopress, pourquoi? Parce que c'est comme le groupe qui, à notre sens, a mieux su réinventer les codes de la presse sportive avec SoFoot, des news avec Society, parce qu'elle a une petite formule magique qu'on surnomme les fameuses 3 H. Voilà, donc raconter des histoires avec beaucoup d'humains dedans et pas mal d'humour. Et donc pour lancer de nouveaux récits, c'est pas mal. Le magazine, c'est vraiment le support média du temps long, avec des interviews fleuves, avec des reportages extrêmement fouillés aux 4 coins de la planète. C'est quelque chose qu'on peut... c'est du slow média, quoi. Et ça nous convenait plutôt bien. Puis un magazine, dès le premier jour, c'est présent dans 7000 points de vente, ce qui serait plus compliqué en digital pour aller toucher les audiences. Et puis c'est un modèle économique robuste. Donc voilà pourquoi le magazine papier. Okay. Après, c'est un rêve aussi, je crois. Et puis voilà, donc on a choisi d'être plutôt pour que contre. Oui. Et plutôt de parler des trains qui arrivent en avance que de ceux qui arrivent en retard. Et je disais en introduction que vous nous sembliez incarner les médias qui justement portent un peu haut et fort la sobriété à laquelle on a consacré cette matinée. Vous êtes à l'aise avec le mot sobriété? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Alors s'il fallait définir la sobriété, je crois que c'est un exercice pas imposé mais souhaitable. Moi je dirais que c'est l'imagination et le courage qu'il nous faut pour inventer des nouveaux modes de vie qui soient compatibles avec les limites de la planète. On sait depuis 50 ans qu'on n'a pas forcément pris la bonne voie, qu'il est temps d'en changer, ça devient urgent. C'est souvent vécu comme quelque chose d'extrêmement contraignant,
potentiellement qui va nous couper de notre confort, de ce qui fait le sel de nos vies, en tout cas tel qu'on les perçoit. Nous, on n'a pas d'approche dogmatique là-dessus. Ce qu'on veut, c'est montrer que ça peut être quelque chose de joyeux, qui permet de fonctionner différemment, avec sans doute plus de collectifs, plus d'entraide, plus d'inventivité, et de raconter cette transition à l'œuvre partout dans le monde. Donc on y a consacré un numéro spécial, mais on en parle aussi dans So Good à travers le sujet de la Vélorussion, par exemple, qui est une autre facette de la sobriété, à travers notre grand sujet sur la flemme. On voit aujourd'hui que les gens préfèrent avoir plus de temps, peut-être un peu moins d'argent, et qu'un cerveau qui se repose, c'est un cerveau qui est plus créatif, qui suscite plus d'empathie. Donc voilà, nous on veut donner des exemples dont on espère qu'ils peuvent inspirer les gens, et puis le faire avec humour toujours. Donc on a fait un sobrié test qui est un peu inspiré des tests psycho des magazines féminins. On travaille avec des auteurs de BD, on imagine des fictions prospectives. On en a fait une d'ailleurs avec l'ADEME qui a eu un énorme succès sur les 4 scénarios pour la neutralité carbone en 2050. Puis bientôt on va faire des cahiers de jeux dans le numéro estival. Donc sur la plage, achetez So Good et je pense que vous pourrez vous amuser. Et vous faites aussi d'autres choses. Vous faites aujourd'hui une radio, vous produisez des podcasts. Vous avez annoncé la tenue d'un festival en septembre à Marseille, qui est un mix de programmation musicale et, je ne sais pas si on peut dire culturelle, en tout cas éditoriale. Qu'est-ce qui guide votre stratégie de développement aujourd'hui ? En fait, c'est une logique de diversification qui nous permet d'essayer d'accomplir notre mission. On a écrit une mission dans le statut au début, qui était d'inspirer le plus grand nombre pour inciter à passer à l'action. Donc le magazine, c'est super, mais c'est un trimestriel. Donc on voulait être présent plus fréquemment auprès du public, d'où ces podcasts thématiques qu'on a lancés. On en a une 20aine aujourd'hui. Ensuite est venu le projet de radio. On a lancé là depuis très peu de temps une quotidienne d'information qui s'appelle 10 minutes pour sauver le monde, qui est comme une bonne alternative parfois à des matinales de radio généralistes qui peuvent un peu vous plomber le moral. Voilà, on a une newsletter aussi qui est géniale, qui s'appelle So Good Morning. Donc, on essaye d'activer tous les canaux pour toucher le plus d'audience possible. Et puis le festival, ça c'est le dernier projet en date. Il aura lieu le 15 septembre prochain à Marseille. On a pu le créer avec le soutien de Maïf. Voilà, c'est super important pour nous. Et pourquoi Marseille ? Parce que c'est une ville qui est à la confluence d'enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux très forts. C'est une ville dans laquelle il y a un écosystème ESS extrêmement actif. Et puis, on y trouve un des plus beaux tiers-lieux de France, qui est la friche de la Belle de Mai. Donc le pari, c'est de réunir là-bas 6500 personnes pour un jour et une nuit de fêtes, d'engagement, d'expériences collectives, de musique. C'est déjà une expérience qu'on avait faite lors du lancement de So Good à plus petite échelle. Et là, on a vraiment envie de réunir beaucoup de gens pour vivre un moment fort ensemble. Donc il y aura de la musique avec Isia, Madoué Mariam, Sosomanes, qui est un rappeur marseillais, des expériences poético-artistiques avec notamment Cyril Dion, avec Camille Etienne, des talks avec Rob Hopkins, qui est un des papes de la permaculture et des villes en transition, et puis des engagements extrêmement concrets. Le premier, c'est qu'on va reverser l'intégralité de la billetterie grand public à des associations locales sur le thème de l'éducation et de la préservation des écosystèmes marins. Et puis pendant le festival, on veut accueillir par exemple 3 personnes en situation de handicap visible, ce qui est leur proportion dans la population. Et puis les talks ne seront pas animés par des pros comme vous. On va demander à des jeunes, on va proposer à des jeunes d'être formés spécifiquement pour venir animer ces talks et prendre la parole. Voilà. Formation et pédagogie sur tous les fronts. Exactement, et ce sera fait par Ismaël Cousin notamment, qui est un des fondateurs de la Dictée pour tous. Et puis aussi un parcours entreprise, ça c'était très important, que c'est quelque chose qu'on fait à travers tous nos projets. Et donc des entreprises vont venir participer le matin ensemble à une fresque de l'entreprise régénérative. Et pour pas mal d'entre elles, faire leur séminaire de rentrée là-bas. Ok, c'est un appel à vous toutes et tous, si vous le souhaitez, en tant que particulier ou en tant que pro. Voilà. En tout cas, vous serez bien accueillis et on va bien s'amuser, je pense. Alors, vous le disiez, c'est notamment grâce à la Maïf, qui est partenaire de l'événement. Petite précision pour ceux qui auraient oublié, vous avez fait le choix d'un modèle sans publicité, qui repose donc uniquement sur ces partenariats. À quel point c'est simple aujourd'hui de le tenir
à quel point c'était peut-être nécessaire pour votre projet et à quel point c'est aussi possible d'exister dans ce paysage médiatique très encombré dont on va parler encore tout à l'heure. La pub, c'est pas du tout un tabou pour nous. C'est simplement le modèle qu'on n'a pas estimé être le plus robuste pour se lancer et assurer au projet sa pérennité. Effectivement, on a commencé grâce au soutien d'une vingtaine d'entreprises qu'on appelle les entreprises pionnières, qui ont cru à ce média, qui pensaient que ça répondait à un besoin réel et qui voyaient de leur côté une vraie opportunité qui était celle de partager ces contenus auprès de leurs parties prenantes. On avait aussi la chance, bien sûr, d'avoir 15 000 abonnés lors du lancement de So Good grâce à la campagne de financement participatif, d'avoir Sopress qui a une super expertise en termes de diffusion. Donc on a vraiment choisi les briques qui nous paraissaient les meilleures. Et puis c'est un modèle économique qu'on fait évoluer en permanence. Voilà. Et sur l'encombrement du paysage médiatique ? Je ne sais pas s'il est si encombré que ça. Nous, on arrive à un moment où il y avait... Alors la presse de solutions, ça existe depuis quelques temps déjà. Libé avait fait des choses formidables en la matière, si je prends les historiques. Mais je pense que ça correspond à une vraie aspiration du public. On est dans un moment où pas mal de médias ont la tentation d'adopter des tonalités négatives. C'est vrai qu'il y a de la frustration, il y a de la colère actuellement, et c'est facile de l'alimenter. Nous, on a pris le parti pris inverse, et aujourd'hui, on a une audience qui est plutôt là pour montrer que ça marche. Voilà, on estime que le magazine, chaque numéro est lu par environ 100 000 personnes. Les contenus audio se portent bien, tout ce qu'on fait rencontre plutôt son public, et notamment un public plutôt féminin. Voilà, 63% de femmes, par exemple, entre 23 et 34 ans, qui écoutent notre quotidien d'information. Très bien. Peut-être pour terminer sur le quotidien et sur les différents médias, vous vous êtes associé à justement des différents, je ne sais pas si on peut dire influenceurs, mais en tout cas, les os de vos podcasts ont été choisis avec soin pour leur peut-être capacité d'incarnation. C'est un sujet qui a été un peu discuté quand on parlait du rôle de l'influence et du rôle de la communication ou des médias. Pour vous, quel est le meilleur ambassadeur de la sobriété aujourd'hui, s'il fallait en choisir un ? Je pense que c'est un proche. C'est un proche qui, par sa sincérité, je ne fais pas de langue de bois, hein, vraiment, et par ses actions, va pouvoir se constituer en modèle de proximité et vous tendre un miroir sur le fait qu'il est possible d'évoluer dans vos pratiques. Et encore une fois, que ça peut être quelque chose qui vous mène vers une vie meilleure. C'est vrai qu'on a fait le pari de l'incarnation pour certains programmes. En fait, quand on parle d'engagement, on veut que les personnes qui en parlent soient même des personnes hyper engagées. On le fait avec Michael Jérémiaz, qui est un champion handisport sur le thème de la sexualité et du handicap. On le fait avec une jeune femme qui s'appelle Manel Edawadi, dans le Péril Jeune, où on parle d'engagement des jeunes, que ce soit en politique ou en termes d'écologie prochainement. Voilà, donc cette incarnation, elle est importante, surtout auprès des jeunes. Après, on croit encore que la presse a un vrai rôle à jouer pour décrypter la complexité du monde et raconter ce qui est en train de se passer autour de nous. Et nous, quand on le fait à hauteur de lecteur. C'est-à-dire qu'on essaie d'être le plus invisible possible pour qu'il y ait vraiment un rapport entre le lecteur et le sujet dont on va parler. Ça tombe bien, je crois qu'on partage cette conviction. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, François-Xavier Couval. Merci encore.